Alors bonjour tout le monde, donc du coup je vous retrouve pour filmer ma vidéo sur mes indispensables en cuisine. Donc comme promis, j'ai voulu faire cette vidéo avant de vous poster de nouvelles vidéos recettes tout simplement, pour que vous puissiez connaître un petit peu moi ce que j'ai dans mes placards. Alors bien entendu, si je m'étais aventurée à vous faire vraiment une présentation globale de tout ce que j'ai dans mes placards, on n'en serait pas sorti. Donc je n'ai fait qu'une petite sélection et puis j'ai essayé de vous en parler un petit peu plus du coup de cette sélection afin que vous puissiez connaître pour les vertus que ça peut apporter dans une alimentation comme la mienne. Je reprends brièvement. Donc mon alimentation, c'est un choix que j'ai fait parce qu'on m'a découvert une hernie hiatale il y a maintenant plus d'un an. J'ai décidé donc de changer d'alimentation pour m'épargner une opération qui risquait de ne pas forcément fonctionner vu que je suis adulte et que tous les adultes ça ne prend pas forcément. Et j'ai refusé aussi de prendre un traitement à vie pour soigner mes acidités, etc. qui venaient donc de cette déformation. J'ai décidé donc de changer totalement, c'est-à-dire que je suis passée à un régime végétarien puisque j'avais remarqué que les protéines animales me rendaient la digestion beaucoup plus difficile. J'ai décidé d'arrêter le gluten, en tout cas tout ce qui est à l'état de gluten pur, puisque vous allez le voir dans mes explications, je vais vous indiquer un petit peu le pourquoi du comment. Ensuite, pour ce qui est de l'alimentation, j'ai aussi arrêté le lactose sur les formes de lait, crème, beurre, yaourt, donc les principales formes qu'on connaît. La seule chose que je consomme encore au jour d'aujourd'hui, volontairement parce que on ne retrouve le lactose qu'à l'état de trace, donc ça me rend la digestion encore pour l'instant possible, c'est le fromage. Puisque le lactose, du fait donc des diverses étapes qui sont dans la composition du fromage, fait que le lactose est à un très très faible pourcentage que je tolère parfaitement. Ensuite, il faut savoir que par rapport à ma grossesse, j'ai bien évidemment réadapté un petit peu mon alimentation, mais ça c'est encore autre chose. Je suis obligée donc de choisir les moments dans la journée où je consomme certains aliments de façon à me faciliter les choses. Voilà, c'est en gros mon alimentation au jour d'aujourd'hui, c'est-à-dire que je suis végétarienne avec une consommation donc ovolactique, lactique réduite, c'est-à-dire fromage, et donc encore consommation d'œufs, puisque j'ai mes propres poules à la maison. Pour ceux qui me suivent, vous le savez déjà. Alors, j'ai tout préparé, si vous me voyez baisser les yeux, c'est normal, c'est parce que j'ai tout rédigé. Je vais y aller tout de suite. Donc mes indispensables dans la cuisine, ça commence par les farines bien entendu, puisque nous on aime pâtisser, on aime faire de la boulange, on aime faire plein de choses. Donc les farines en général, on en a découvert plein. Et aujourd'hui je vais vous en présenter trois, dont deux qui sont pures, c'est vraiment de la farine pure et dure. Et la troisième, c'est le mix pâtissier que j'utilise pour justement mélanger donc dans les farines que je vais vous présenter et apporter des petits trucs en plus. Donc la première farine que je voulais vous présenter parce que c'est la base, c'est la première à laquelle j'ai eu affaire dans mon alimentation sans gluten, c'est la farine de riz. Alors ici vous voyez apparaître le nom du fournisseur par lequel donc, nous obtenons ces gros paquets qui sont des packaging de 5 kg, ce qui fait que j'économise énormément le prix au kilo puisque là ça me revient à moins de 18 € les 5 kg. Je suppose qu'effectivement on pourrait peut-être trouver moins cher via internet, mais les frais de port sont exorbitants, donc c'est pour ça que je ne passe pas encore par internet pour ma farine. J'ai pas encore trouvé une alternative plus économique que mon magasin bio. Cette farine donc est produite par Selnat. Selnat produit d'autres types de farine, donc c'est de la farine de riz complète, mais ils indiquent bien qu'effectivement, à l'état de traces très légères, on peut retrouver peut-être une petite contamination. Donc les cœliaques ou les intolérants avec des degrés très élevés ne pourront pas consommer cette farine. Nous, en tout cas, c'est celle qu'on arrive à se procurer dans ma ville. Pour l'instant, je n'en ai pas encore trouvé de la 100% sans gluten, que ce soit sur Chalon ou sur Beaune. C'est extrêmement difficile pour nous, en tout cas, de nous en procurer. La farine de riz, il faut savoir qu'elle est très légère, elle est sans saveur, donc c'est celle qui se rapproche le plus de la farine de blé. C'est pour ça que pour moi c'est un essentiel dans ma cuisine, puisque même s'il faut la mélanger parfois avec d'autres farines, c'est quand même elle qui a la structure la plus proche de la farine de blé. Son autre avantage, c'est que donc elle est naturellement sans gluten, je vous dis à part les éventuelles contaminations de l'endroit où elle est fabriquée, mais par contre, ce qui est génial, c'est qu'elle est plutôt économique par rapport à d'autres farines. L'autre farine que je vais vous présenter est tout aussi économique puisque vous pouvez la retrouver dans vos grandes surfaces si comme moi, vous n'avez pas de problème avec le fait d'avoir des produits avec éventuellement des traces. Pour les personnes qui sont cœliaques ou intolérantes, j'en reviens toujours à ça,
il faut les trouver avec des producteurs qui indiquent bien évidemment que c'est 100% sans gluten, sans aucune trace, puisque traité dans des labos spécifiques. Donc là, celle que je vous présente, c'est la farine de sarrasin. J'ai la boîte Francine, mais actuellement ce n'est pas la marque Francine qui est dans cette boîte, c'est juste que je la trouvais très pratique, puisqu'elle s'ouvre comme ça et elle est assez rigide, donc c'est vraiment bien pour pouvoir la ranger. La farine de sarrasin, elle a un avantage par rapport à la farine de riz, c'est qu'elle apporte un petit goût qui est assez sympa, comme vous pourriez retrouver par exemple dans les galettes bretonnes. Elle est par contre, au niveau de ses vertus, très riche en acides aminés et en protéines. Donc pour les personnes qui comme moi sont végétariennes par exemple, avec une tendance parfois même végétalienne, les acides aminés c'est un essentiel. Les acides aminés, il y a très peu de végétaux qui en contiennent en grosse quantité. Et c'est quand même malgré tout quelque chose que notre corps a besoin et que malheureusement on ne retrouve principalement que dans les viandes, les abats, les choses comme ça. Donc dès qu'on peut en trouver, moi je vous recommande de consommer de la farine de sarrasin parce que l'apport est assez important puisque son taux de protéines aussi l'est et c'est un des rares végétaux qui peut proposer les acides aminés. Donc ça c'est un gros point fort. Ensuite, l'autre farine que je voulais vous présenter et la dernière, c'est mon mix, comme je vous disais, mon mix pâtissier de la marque Carrefour. Donc par rapport à des mix chars, etc., c'est la plus économique. Au niveau des compositions, j'ai comparé les compositions, on est sur quelque chose d'à peu près équivalent. Les variantes, ça peut venir par exemple des gommes utilisées. Là en l'occurrence, c'est de la gomme de xanthane. Certaines vont utiliser de la gomme de goire et d'autres vont utiliser même un mélange des deux. Donc c'est une différence entre les deux, c'est ce qui permet de faciliter l'alvéolage en fait des pâtes pour remplacer l'effet du gluten. On n'obtient pas forcément les mêmes résultats. Attention, j'insiste là-dessus, le sans gluten, c'est ce qu'il y a de plus difficile pour obtenir quelque chose d'alvéolé, quelque chose de moelleux comme l'ami du pain par exemple. Voilà, c'est beaucoup de travail pour trouver le bon mélange. L'autre chose qui pourrait faire éventuellement polémique avec tous ces mix, c'est que pour beaucoup, ils ont un indice glycémique élevé. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur, il y a de l'amidon et très souvent de l'amidon de maïs. Donc j'insiste là-dessus, les indices glycémiques sont assez importants. C'est pour ça que moi, je ne m'en sers jamais à 100%, uniquement un apport en pourcentage par rapport à mes mélanges, etc. pour simplement apporter les vertus, mais il est hors de question que j'utilise intégralement pour mes préparations ce mix, justement pour rééquilibrer un petit peu l'indice glycémique. Donc ça, je sais que ça peut faire polémique, donc je préfère avancer mes arguments tels quels et vous expliquer pourquoi je m'en sers. Son avantage, c'est qu'on arrive à obtenir de bons résultats dans les préparations du coup avec cette aide et en plus on peut s'en servir aussi pour un épaississant quand on est par exemple en panne de certaines fécules, j'y reviendrai un petit peu plus tard pour les fécules, ça permet avec une petite cuillère par exemple de pouvoir réépaissir une pâte. Par exemple si vous avez votre pâte à crêpes qui est un petit peu retombée et que vous trouvez qu'elle est trop liquide, hop, vous rajoutez un petit peu de ça et ça va réépaissir votre mélange. Donc ça peut être un avantage puisqu'elle n'a aucun goût. Voilà, donc ça c'était pour la partie tout ce qui est farine. Maintenant je vais passer aux aides cuisine. Donc je vais commencer par parler du soja, c'est un essentiel pour nous dans la cuisine. Donc principalement on le consomme sous forme soit les cubes de soja là que vous pouvez retrouver. Donc il y a plusieurs sortes, il y a soit ceux qui sont à conserver au frigo, soit ceux qui sont à conserver dans leur papier d'emballage en carton que vous rangez directement dans votre placard. Nous on fait toujours attention, il y a deux choses, je sais que ça peut faire polémique aussi le soja, c'est pour ça que j'insiste là-dessus. Nous on le prend bio, c'est un des rares produits qu'on consomme en bio, très important. Et l'autre chose, c'est qu'on le consomme français. Donc pourquoi? Bio, parce que comme ça on évite tout ce qui est les cultures avec OGM. Français, pourquoi? Parce qu'il faut savoir que les cultures de soja autres, malheureusement, c'est ce qui est en train de détruire le poumon de notre planète. Principalement les cultures amazoniennes, etc. ont rasé des terres entières pour pouvoir faire les cultures d'huile de palme, de soja, etc. Donc le fait de le choisir français, c'est que au moins il y a des règles, c'est extrêmement rigoureux et on sait que ça ne va pas déforester, ça ne va pas envenimer la situation. Voilà pourquoi on le consomme français. Et toutes les formes de soja que je vais vous présenter par la suite sont françaises. Ensuite, donc, pour ce qui est de la partie solide, je vous ai parlé des blocs et je voulais vous reparler aussi de mes protéines de soja. Celles-ci, je les utilise pour tout ce qui est remplacer la viande hachée ou ces choses-là. Par exemple, pour faire des lasagnes, les cannelloni que je vous ai filmés, pour faire des farces pour des nems, voilà. Donc ça, c'est vraiment un essentiel dans la cuisine, on en a tout le temps. On a encore fait le plein hier, donc là mon pot est à demi vide, mais vous inquiétez pas, il y en a encore derrière. Donc voilà, ça c'était pour le soja solide. Sa force au soja, je tiens à préciser quand même qu'il y a des vertus, il ne faut pas les oublier, parce que ça c'est pareil, ça fait polémique au niveau de la santé, hein, je tiens à le dire.
Donc l'apport est très important en protéines, plus élevé même que pour les viandes. Il y a le plein d'oméga 3 et d'oméga 6, et principalement pour nous les femmes, j'insiste là-dessus, puisque pour les hommes effectivement il faut faire attention à la consommation, mais ça contient des isoflavones qui sont des régulateurs en fait de notre hormone bien connue d'œstrogène. Et donc en fait quand on a un défaut d'œstrogène, que ce soit en plus ou en moins, les isoflavones vont avoir un pouvoir régulateur. C'est-à-dire que quand vous êtes en plus, les isos vont permettre de ramener à un taux normal. A l'inverse, si vous êtes en dessous, les isos vont favoriser le fait de remonter votre taux d'œstrogène. Donc pour une femme, c'est très important, puisque un bon taux d'œstrogène, ça veut dire un bon système qui fonctionne au niveau de tout ce qui est féminin. Donc ne pas oublier que pour nous les femmes c'est important, pour les hommes il faut simplement faire attention de ne pas en consommer tous les jours. Ensuite je vais passer aux laits végétaux. Donc les laits végétaux, moi je vais vous en présenter deux, mais il y en a des tonnes et des tonnes. J'ai déjà goûté noisette, j'ai déjà goûté châtaigne, amande, je m'en sers très régulièrement pour faire des desserts ou même des entrées, hein. J'aime bien faire des panna cotta salés aux amandes, c'est très très bon, ou des glaces aux amandes pour mettre dans un velouté par exemple, c'est super sympa. Donc il y en a des tonnes, j'ai pas encore goûté je crois quinoa. Non, celui-là, j'ai pas dû le goûter, mais il y en a vraiment beaucoup, il y a du choix pour tout le monde. Donc s'il y en a un qui vous convient pas, vous trouverez peut-être votre bonheur avec un autre, n'hésitez pas à goûter. Et moi, je vous donne mon petit truc, c'est que j'ai testé plusieurs marques et je cherche toujours quand même le meilleur rapport qualité-prix. Les laits, je les consomme bio. Pareil pour les exploitations, éviter justement que ça envenime les choses ou quoi que ce soit. Donc j'utilise bien entendu le lait de soja. Donc là je vous présente du lait de soja à la vanille, mais je l'utilise aussi nature pour faire mes yaourts, pour faire plein de choses. Mais j'aime avoir du lait de soja vanille parce que je peux faire des crèmes avec, des danettes par exemple vegan que je vous ai déjà posté plusieurs fois. On peut faire, j'avais fait quoi? Récemment j'ai fait une crème de chicorée à la vanille, un régal. Donc voilà, ça apporte un petit truc en plus et ça évite de rajouter des substituts de vanille, etc. dedans. Il faut juste savoir que quand vous achetez du lait de soja vanille ou chocolat ou un autre parfum, puisque dans la marque Casino Bio, ils font aussi le parfum, je ne sais jamais si c'est café ou cappuccino, un des deux. Ils font donc 3 parfums différents du nature. Donc il est naturellement sans lactose, c'est une source de calcium et de protéines végétales. Mais j'insiste sur une chose, c'est que ces laits-là, ça doit être consommé à titre exceptionnel quand même. Il ne faut pas trop en consommer non plus, puisqu'il y a un ajout de sucre à l'intérieur. Donc, évitez-vous quand même d'en consommer tous les jours, puisque l'apport de sucre est bien plus important là-dedans. Maintenant, pour les petits plaisirs, c'est quand même important de s'en faire. Et nous, comme je vous disais, donc on le choisit issu de l'agriculture biologique. Ça doit être indiqué, voilà, soja origine France, c'est bien indiqué ici clairement. Donc pour les mêmes questions que je vous ai indiquées tout à l'heure. L'autre lait qu'on consomme végétal, en tout cas moi pour ma part, c'est mon indispensable du matin, c'est le lait de riz. Donc moi le lait de riz, comme il est naturellement sucré, jamais je remplis ma tasse entièrement ou mon bol pour mes céréales ou quoi que ce soit que je me fais moi-même. Je ne mets que pour par exemple mes boissons sucrées du matin, 1/3 de lait de riz, 2/3 d'eau. Alors tout le monde me dit mais c'est déjà super fluide, c'est déjà super dilué. Oui, mais j'aime pas quand c'est trop sucré. Et en plus moi comme j'ai des acidités, le matin mon astuce maintenant depuis plusieurs jours, c'est de rajouter du miel le matin dans ma boisson. Je me fais un lait au miel avec de la cannelle, puisque ce sont des régulateurs pour les acidités. Donc j'ai pas besoin d'avoir un apport de sucre, même naturel, plus important. Donc voilà, c'est pour ça que je préfère le diluer. J'aime pas quand c'est trop sucré. Quand je fais mes granolas maison, comme il y a un apport de sucre déjà dans le granola, et ben c'est pareil, j'ai pas envie que ce soit trop sucré le liquide dans lequel ça plonge. Donc je préfère mélanger avec de l'eau. Chacun voit midi à sa porte. Si vous aimez très sucré, allez-y, foncez, c'est naturel, on s'en fout. Mais au moins sachez que c'est sucré. Donc voilà, pareil, donc ça c'est de l'agriculture biologique aussi, il est enrichi en calcium et il est stérilisé, donc voilà, aucun problème. Et ça c'est mon plaisir du matin parmi tous ceux que j'ai goûté jusqu'ici. Ensuite, je vais passer, oui, les fruits et les légumes. Donc les fruits et les légumes, je vous en ai pas monté spécialement puisque nous on essaye de consommer de saison, on a un potager, on a de la famille qui a un potager aussi, donc du coup c'est vrai qu'on se fait des trocs, on se donne des choses. Donc nous les fruits et les légumes, on essaye d'en consommer un maximum. On est largement au-dessus des soi-disant 5 fruits et légumes par jour, hein. Je tiens à dire que plus vous en mangez, mieux c'est, hein. Il ne faut pas oublier que c'est un riche apport de fibres, c'est un riche apport de vitamines, c'est tout, les fruits, les légumes, c'est la vie quoi. Donc il n'y a rien de plus naturel, vous pouvez les manger crus, vous pouvez les manger en smoothie, vous pouvez les manger en soupe.
Tiens, d'ailleurs, c'est ce qui est sur le feu. Enfin voilà, nous on en mange à toutes les sauces et matin, midi, soir si possible. Voilà, on en mange vraiment à tous les repas. En ce moment, les préférés au niveau des fruits, c'est les kakis, parce qu'il y a des super prix en ce moment, donc je sais, c'est pas français, mais bon, c'est trop bon. Donc les fruits en général, donc c'est les kakis, beaucoup les agrumes, ça y est, donc on a les clémentines qui commencent à arriver, les oranges, on est fan de tous ces trucs-là. Les pommes, il en reste encore des très bonnes pour l'instant, puisqu'on est encore dans la fin de la saison, donc c'est très bien. Malheureusement, on a consommé toutes celles de notre jardin, donc maintenant on est obligé de les acheter. On essaye de les choisir, pareil, production française. Je regarde toujours le producteur en fait, parce que sur les sachets par exemple chez Carrefour ou quoi que ce soit, c'est bien indiqué le producteur. Donc n'hésitez pas à farfouiner pour voir l'origine au moins des fruits. Je vous dis, à part nous les kakis, les ananas, parce qu'on est fan de tous ces fruits-là, donc on s'en achète de temps en temps quand le prix est intéressant. Mais sinon on essaye de consommer quand même assez français. Je vais pas dire local parce que ce serait vous mentir, parce que consommer local c'est pas facile, mais consommer français en tout cas. Et je sais que ça va faire polémique ce que je vais dire, mais je tenais à le dire, c'est que non, je ne consomme pas de fruits et légumes bio nécessairement. Alors pourquoi ? Je vous explique tout simplement. J'ai un conjoint qui travaille dans la viticulture. Ce n'est pas un secret pour certains, d'autres l'ont peut-être pas encore noté ou quoi que ce soit, et c'est pas grave. Mais j'ai un ami donc qui travaille dans la viticulture, et le bio pour moi c'est une vaste fumisterie. Pourquoi ? Parce que votre champ bio côtoie comme ça le voisin qui n'est pas bio. La deuxième chose, c'est que au niveau de la terre, un producteur bio peut très bien avoir acheté sa parcelle à un producteur qui ne l'était pas. Donc sa terre, elle est déjà contaminée. Les pluies sont contaminées. Les voisins, quand ils vont balancer leurs produits, c'est volatile, ça contamine aussi. Et par-dessus le marché, sachez que la culture raisonnée est quand même bien plus... elle est moins prétentieuse, mais elle est quand même bien plus précautionneuse de ce qu'elle utilise et les quantités qu'elle utilise. Parce que mon ami il m'explique bien, c'est bien rigolo de dire bio, mais ils traitent beaucoup plus souvent, ils envoient beaucoup plus de cochonneries sur leurs vignes, parce qu'ils passent avec leurs espèces de masques comme ça. Donc voilà, les produits phyto utilisés dans la culture raisonnée, excusez-moi, elle fait quasiment autant de mal que les produits bio. Voilà, donc si vous ne le saviez pas, effectivement il y a des vrais producteurs bio, il y a des vrais maraîchers qui ne vont rien balancer du tout, qui vont essayer d'utiliser que des produits naturels, mais allez les chercher, à ce moment-là, allez directement chez le maraîcher en question pour vous fournir. N'achetez pas votre produit dans le rayon bio sans savoir comment ça a été traité, parce que là vous vous faites avoir, croyez-moi. Parenthèse fermée, c'est mon avis sur la question, et en plus rapport qualité-prix, c'est vrai que moi personnellement je n'ai pas le budget de me nourrir en bio. Attention quoi, il faut voir aussi les prix qui sont pratiqués, c'est ahurissant. Donc, non, je ne consomme pas de fruits et légumes bio. Je sais que la question m'aurait été posée, au moins je vous explique le pourquoi du comment, c'est mon choix. Je ne dis pas que c'est celui que tout le monde doit adopter, loin de moi cette idée, mais en tout cas sachez que c'est mon choix et ça repose sur des arguments, ça ne repose pas que sur une histoire d'argent. Ensuite, je passe à une autre catégorie, je vais passer aux matières grasses. J'insiste là-dessus, les matières grasses ne sont pas à bannir de vos repas. Au contraire, plus vous allez les bannir, moins vous allez vous porter comme il faut. Parce que les matières grasses, qu'est-ce que ça vous apporte ? Ça vous apporte le renouvellement cellulaire, ça vous apporte la matière grise. Votre matière grise, elle a besoin de matière grasse pour se constituer. Effectivement, il faut simplement bien les choisir parce que si vous apportez les mauvaises matières grasses à votre organisme, ça va se transformer en cholestérol, ça va se mettre dans vos hanches, dans vos fesses, mesdames, effectivement, ça va aller stagner là où vous ne voulez pas, ça va apporter des mauvaises graisses dans l'organisme qui peuvent se stocker n'importe où et donc parfois déboucher aussi sur des problèmes cardiovasculaires. Effectivement, maintenant, consommer des matières grasses, c'est essentiel en les choisissant. Donc, je vous donne un simple exemple, l'huile d'olive, que tout le monde connaît, on en a quasiment tous dans notre placard. Et l'huile d'olive, moi personnellement, je l'achète bio, mais je ne l'achète pas bio dans un magasin bio, je l'achète chez Carrefour, je la prends la Carrefour bio, qui me coûterait le même prix que mon litre d'huile d'olive classique. Donc voilà, je la prends bio. L'huile de colza, on essaye de se tourner vers le bio aussi depuis quelques temps, puisque avant on utilisait les huiles de première pression sans prêter attention, donc on essaye de se tourner maintenant vers le bio.
pour des questions de produits, parce que sur le colza, effectivement, il est vrai que les produits phytosanitaires sont quand même très très puissants. Donc au moins en bio, on sait que les dosages sont un petit peu moins élevés. Voilà, c'est pour les huiles, c'est vrai que la réflexion est en train de se faire chez nous pour essayer de les choisir de meilleure qualité. Et ensuite, les autres matières grasses que nous on utilise, donc je vais vous les présenter, il y en a deux sortes. Donc c'est les crèmes. Donc nous, on utilise de la crème de soja qui est produite dans le sud-ouest de la France, toujours même principe, bio et française. Donc comme ça, on est tranquille. Et l'autre que je voulais vous parler, que vous connaissez déjà, puisque pour ceux qui me suivent sur Instagram, vous avez vu de nombreuses fois mon petit déjeuner. Et quand je dois tartiner, pour remplacer le beurre, c'est mon tourne-olive. La composition, je vous la lis pour que vous ne posiez pas trop la question. C'est des huiles végétales non hydrogénées, j'insiste, dont de l'huile d'olive extra vierge, de l'eau, émulsifiants végétaux, donc là il vous les cite, dont de la lécithine, des acides gras, un petit peu de sel, 0,4% à peine pour toute la quantité, et du colorant naturel à base de bêta-carotène. Donc voilà. Là-dedans, vous avez, que je vous dise pas de bêtises, au niveau du grammage, c'est une 500 grammes. Ça se conserve super longtemps. Vous voyez, là par exemple, celui-là de paquet va jusqu'au 4 janvier 2015, je l'ai acheté hier. Donc voilà, et c'est 100% végétal. Donc pour les végétaliens, vous pouvez consommer ça. Il n'y a pas d'hydrogéné et c'est parfait. Ensuite, je vais passer à la dernière catégorie, c'est mes aides culinaires. Donc j'ai fait qu'une toute petite sélection parce que sinon on en aurait pour des heures. Et là il y a déjà 21 minutes, je suis en train de voir qui ont tourné. J'essaie de faire vite. Donc mes aides culinaires, c'est ça. Donc ça, je ne le trouve que chez Métro. Je vous lis la composition. C'est de l'huile de colza, de l'émulsifiant de lécithine, colza au tournesol mélangé, de la cire de carnauba. C'est un agent propulseur, donc ça se présente comme ça. Et c'est ce qui me permet en fait de graisser mes moules à gâteau avant de les mettre au four. Donc c'est végétal, pas de problème, c'est super efficace. Une bombe comme ça qui fait 500 ml, moi elle me dure 1 an. Voilà. Donc si vous avez des gens qui vont chez Métro faire leurs courses, sautez-leur sur le callback et puis vous leur demandez de vous en acheter. C'est pas excessivement cher hein, honnêtement pour ce que c'est et c'est super efficace, ça vous évite d'utiliser de la farine ou autre chose, de taper par exemple dans de la matière grasse ou quoi. Ça c'est déjà fait pour, hop, un petit pchit et c'est fait. Ensuite on utilise beaucoup de l'agar-agar, donc ça se présente comme ça, c'est une petite poudre qui est légèrement colorée, c'est une algue en fait japonaise, tout le monde la connaît maintenant, qui remplace tout ce qui est gélatine pour pouvoir faire prendre vos préparations, quand vous faites par exemple une panna cotta, quand vous faites une crème que vous voulez la faire un petit peu tenir, quand vous voulez faire des jolies présentations, voilà. Donc c'est des utilisations de ce type. Ensuite, ce qu'on utilise aussi beaucoup, c'est les fécules dont je vous parlais tout à l'heure. Donc ça fait beaucoup polémique parce que selon les fécules dont on va parler, je vais vous parler principalement de la plus connue, c'est-à-dire la maïzena. La maïzena, effectivement, pour les intolérants au gluten qui sont à un degré très avancé et pour les cœliaques, elle est interdite parce qu'elle contient la protéine naturelle du maïs qui s'appelle la zénine et la zénine est une forme de gluten. Donc, il faut savoir ce petit élément. Moi, je la tolère très bien. L'appellation gluten-free qui apparaît dessus, c'est quand même assez marketing, puisque si on creuse vraiment, donc il y a cette fameuse zénine qui est interdite pour les grands malades du gluten. L'autre fécule qu'on utilise beaucoup, c'est la roroute. Donc là, c'est quelque chose de très naturel. C'est... qu'est-ce que je peux vous dire? Donc c'est d'origine d'Inde, c'est extrait du maranta, c'est une plante tropicale, c'est très facile à digérer et ça permet justement d'épaissir toutes vos préparations. Dans la pâtisserie, ça permet de remplacer justement les fécules type maïzena. Même principe, par contre, c'est vrai que l'indice glycémique est un petit peu élevé. Par contre, gros avantage, c'est qu'elle a un taux de fibres très élevé, celle-ci. L'autre fécule qu'on utilise aussi, nous, beaucoup, c'est la fécule de pomme de terre. Voilà. Donc c'est les différents types de fécules qu'on a à la maison. Rapport qualité-prix, on est sur quelque chose de tout à fait honnête, très correct. Il n'y en a pas besoin de grosses quantités. Bien évidemment, si vous faites des mix pâtissiers et que vous voulez en préparer 1 kg d'avance, vous allez en avoir besoin d'un petit peu plus, c'est vrai. Mais ça dure quand même assez longtemps. Ensuite, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est les épices. Donc les épices, nous, on en a une tonne à la maison. On est fan de ça. Même avant... que je change de régime alimentaire ou quoi que ce soit. J'ai un homme qui adore le curry, je mange du couscous, des tagines, des choses comme ça depuis que je suis toute petite. Donc moi les épices, ça fait partie de ma vie depuis que je suis née, je ne pourrais pas m'en passer. Et j'avais un livre à vous recommander à ce sujet.
Voilà, donc ça s'appelle Épices et Santé. C'est un bouquin qui est super bien fait. En fait, à l'intérieur, vous avez... Bah, tiens, là je tombe par exemple sur la page du matcha. Donc vous avez une présentation d'où ça vient, qu'est-ce que c'est exactement le matcha, et vous avez des recettes qui sont proposées que vous pouvez faire avec. Donc il est super bien fait. Il y a, si vous voulez, il y a des petites présentations en début, la première partie, ils vous font un tour d'horizon du monde des épices, avec donc une explication sur les épices, comme quoi c'est international, qu'on en trouve partout, que ce sont des aides naturelles aussi pour lutter parfois contre le cancer, d'autres maladies, etc. Même parfois pour mincir, entre guillemets. En tout cas, ce sont des aides que vous pouvez intégrer dans votre alimentation pour rendre un régime minceur plus agréable en termes de saveur. Et il y a une dernière partie à la toute fin, où ils vous font des petites sauces, ils vous mettent les bonnes associations d'épices entre elles, voilà. Donc c'est assez sympa, moi je le recommande à tout le monde. C'est Nathalie Giraud qui l'a rédigé. Il n'y a pas... Si, attendez, je vais peut-être bien trouver ça. Je voulais trouver l'éditeur, mais je n'ai pas cherché avant. Édition France Loisirs. Moi, je l'ai acheté chez France Loisirs de toute façon, donc voilà. Donc je pense que vous pouvez le retrouver sur le site. Il n'était pas excessivement cher, je crois qu'il était peut-être entre 9 et 15 euros, quelque chose comme ça. Mais franchement, je vous le recommande. Il est vraiment très bien fait, très facile à lire. Il n'y a pas énormément de choses à lire. En fait, ça va tout de suite à l'essentiel, donc il est génial. Et la dernière chose dont je voulais vous parler, dans notre cuisine, nous, ce qui est un essentiel aussi, c'est... Voilà, tout ce qui est les fruits secs. Donc là, vous avez un mélange canneberge. Je crois que j'ai des noix du Brésil, j'ai des raisins, j'ai des goji, des noix de pécan, des noix de cajou. Donc voilà, nous on en a toujours 3 tonnes, des noisettes, des amandes à la maison, on a toujours ça. Et ça, j'aurais pu le mettre dans la catégorie fruits et légumes. Oui, bon, voilà. Mais nous, ça c'est un essentiel qu'on a toujours dans le placard parce que ça se grignote comme ça fait des goûters vraiment topissimes. Ça fait le soir, si vous avez une petite fringale et tout, vous faites une boisson chaude avec ça, vous en grignotez 3-4, ça y est, c'est passé. Voilà, nous c'est un essentiel, les fruits secs à la maison. Donc du coup, on en a toujours 3 tonnes. Et puis en plus, même pour mettre dans vos gâteaux... même dans des pâtés véganes ou quoi que ce soit, vous mettez des noisettes. Voilà, c'est des plus. Donc en conclusion, je vais finir là-dessus, c'est que c'est une liste qui s'applique à mon choix personnel. Je pense qu'il y a plein de choses que vous pourrez trouver dans votre propre cuisine. Je sais qu'effectivement, donc il y a des choses qui font un petit peu polémique, c'est pour ça que j'ai préféré en parler. Et puis, de toute façon, en l'occurrence, chacun voit midi à sa porte, c'est toujours ce que je dis. Moi, je vous invite simplement à connaître ces ingrédients parce que je m'en sers dans mes recettes et ça vous permettra de savoir un petit peu avec quoi je travaille. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu parce que c'est la deuxième fois que je la tourne, je me suis fait avoir avec des mésaventures sur la première. Donc voilà, j'espère vous avoir tout bien dit. Et puis si vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas. Je suis à votre disposition et je vous fais plein de bisous.